Bienvenue sur l'épisode numéro 2 de Résilience, le podcast anti-Mad Max, le podcast d'un imaginaire heureux pour l'après-basculement. Aujourd'hui, c'est avec Sandrine Roudot. On s'était rencontrés avec le CJD, Sandrine. On s'était croisés à différentes associations à droite et à gauche, notamment la Fabrique écologique, il me semble. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais ? Je suis autrice, éditrice, perspectiviste. Donc, je fais aussi un peu des conférences et ça fait, on va dire, 20 ans maintenant que j'essaye de trouver tous les moyens inimaginables de faire mentir les pires pronostics en termes d'humanité, d'écologie, etc. Donc, j'ai commencé par accompagner des PME en développement durable et puis après, je me suis tournée vers tout ce qui est compréhension de notre cerveau et pour savoir comment on pouvait au mieux dépasser nos résistances au changement et avoir envie d'un autre monde. En fait, c'est en 2012 à peu près, oui, que j'ai commencé à travailler sur les freins au changement et sur les leviers, donc à partir des neurosciences, de la philo, de la psychologie, de la manière dont les grandes innovations émergeaient. Et puis j'en ai fait, donc c'est là où j'ai compris que le développement durable à RSE pouvait être contre-productif et où j'ai proposé d'autres cadres que j'ai résumés dans un livre qui s'appelle L'utopie mode d'emploi et c'est là où j'ai compris à quel point l'utopie était techniquement ce qui permettait de changer les choses. Dans un deuxième temps, je me suis dit ok, mais alors c'est qui ces gens-là, ces utopistes qui arrivent à voir par-delà le présent et à inventer un autre futur sans se résigner. Et donc, j'ai étudié les grands mouvements de l'histoire, ce qu'on appelle un peu les héros aussi, et quelque chose qui me paraissait fondamental, qui est la soumission à l'autorité, au conformisme, à la résignation, aux normes, et le lien entre nos engagements et notre accomplissement personnel. Et donc, ça m'a amené finalement une réflexion sur la désobéissance nécessaire, à différents niveaux en tout cas, et un deuxième essai qui s'appelle Les Suspendus en 2016. Et puis c'est quelques temps plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait l'utopie qui permet vraiment de changer les choses, elle naissait dans les imaginaires. Et comme j'avais en tête une façon de changer le monde, une sorte de plan de résistance citoyen, je me suis dit, plutôt que de le mettre en place, je vais le raconter. Et donc là, je suis passée au roman, avec un roman qui est sorti en septembre qui s'appelle Les Déliés. Donc j'en suis là aujourd'hui. Pour commencer, on avait parlé de l'absence de changement. Est-ce que tu peux me dire, à ton avis, quelles sont les causes profondes du mal ? C'est-à-dire aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à inverser cette trajectoire désastreuse qui nous mène a priori dans un mur ? Ça, c'est typique. Je l'ai décortiqué pendant des années. Je l'ai transmis par différents moyens. Et alors, il y en a plein. Hein. Il y a évidemment la peur. Il y a le sentiment inconscient plus ou moins inconscient de culpabilité qui nous tétanise. Il y a le sentiment d'impuissance qui est extrêmement fort à surmonter. Donc cette impression qu'en fait il y a des lobbies, que tout seul on peut rien. Et voilà. Et puis tout ça fomente, on va dire, ce qu'on appelle le gel de la décision, c'est-à-dire plus on a pris de décisions dans un sens, et c'est ce qui nous arrive, on a pris tout un tas de décisions dans le sens d'un modèle économique, voilà, et pour nos vies, on a parfois fait des sacrifices pour ça, on a encaissé, on a avalé 2-3 couleuvres. Donc se dire aujourd'hui qu'on a fait tout ça pour rien et que c'était finalement un modèle mortifère qui nous amène ni l'emploi ni le bonheur, c'est hyper dur en fait à accepter. C'est ce qu'on appelle le gel de la décision. Plus on a pris de décisions dans l'ensemble et plus on va être cohérent avec ce qu'on a toujours fait. Donc ça, c'est très difficile. Il y a la dissonance cognitive qui est cette protection du cerveau quand on se rend compte qu'on agit à l'encontre de ses valeurs, c'est impossible à supporter. Le cerveau nous protège en fait en dissonant. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de supporter l'idée qu'on nuit à la planète de nos enfants. C'est hyper difficile, parce que bien évidemment, on ne le veut pas. Donc, soit on est prêt à traverser ça, et en fait, on est prêt à traverser ça quand on a, entre guillemets, trouvé une solution.
C'est-à-dire qu'on a déjà des pistes, qu'on a des alliés, là, on est capable de la traverser. Mais avant, c'est trop dur. Donc, le cerveau nous protège. Donc, donc en fait, ces protections, c'est le déni, l'attaque du messager, par exemple, parler de Amish quand on parle de 5G. Donc, attaquer le messager pour tuer le message. Et puis, la diversion. Donc, les trucs, voilà. On négocie, en fait, avec nos petits problèmes. Mais au bout du compte, alors, il y a aussi notre rapport au temps, parce que on a perdu cette idée du temps long, tu vois, des bâtisseurs de cathédrales qui ne verraient pas la fin de leur édifice. Et on est très impatient. Donc, moi, par exemple, je suis convaincue qu'on réussira à changer les choses, mais je ne suis pas sûre de le voir de mon vivant. Et ça ne me gêne pas, en fait. Je dis, j'aurais contribué à ça. On a déjà vu ce genre de situation si on prend des épisodes de guerre. Parce qu'on est en train de se dire qu'il y a des gens qui entrent en résistance et d'autres pas. Et puis, il y a des gens qui sont toujours entrés en résistance. Ça leur a toujours coûté plus cher. Les premiers, ils n'avaient pas forcément d'alliés. Et ils avaient tous les freins que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire, ils n'étaient pas du tout sûrs de pouvoir gagner cette guerre. Aujourd'hui, et puis les résistances s'organisaient, voilà. Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas plus de gens qui rentrent en résistance contre les causes profondes du mal? En fait, alors c'est toujours comme ça, hein. Le monde change avec des minorités, ce qui est assez compliqué à entendre parce qu'on vit en démocratie. Donc on a du mal à se dire que le monde avance avec des minorités qui sont forcément en contestation de leur époque, donc qui sont très mal vues toujours dans leur époque, qui sont encensées des années plus tard, mais qui sont toujours très mal vues dans leur époque, parce qu'il y a une petite minorité de gens qui sont vraiment, pour moi, c'est ce que j'appelle l'utopie, mais c'est vraiment qui sont capables de se détacher du présent et d'imaginer qu'autre chose est possible. Et en fait, la vraie différence, elle est là. Elle est là et elle est aussi dans l'élan, en fait. On parle beaucoup de rationnel, mais en fait, c'est les émotions qui nous meuvent. Et ça part d'un élan personnel. C'est-à-dire que, comment dire, oui, il y a deux catégories, en fait. Il y a les résistants pendant la guerre, notamment, mais on peut évidemment le mettre avec aujourd'hui et faire le parallèle. Ces gens-là, ils font par idéal politique. Mais c'est un élan. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas négociable, quoi. En fait, les gens qui aujourd'hui font passer des migrants, par exemple, dans les Pyrénées ou défendent la planète, mais pour eux, c'est juste intolérable, en fait. Il n'y a même pas de... C'est même pas au nom d'une quelconque morale, c'est que juste que leur humanité leur dit que ceci n'est pas possible. Et leur force, c'est qu'ils suivent cet élan. Et après, tu as des gens qu'on appelle les refusants, qui sont des gens qui n'ont pas particulièrement d'idéal politique, ils ne veulent pas renverser un système pour en mettre un autre, mais ce sont des gens qui sont très intéressants parce qu'en fait, eux, simplement, ils ne veulent pas nuire. Donc, ils ne se posent pas plus de questions que ça. Et si on n'en a pas plus, c'est parce que c'est très dur d'être en minorité, en fait. C'est-à-dire que dans ce tas-là, moi j'ai fait plein d'études là, sur les soldats, notamment du commandant Trapp dans l'Allemagne nazie, qui sortaient du rang. Quand on a un qui sort du rang, parce que leur commandant leur proposait de refuser un ordre terrible, il y en a un sur 500 qui est sorti du rang. Quand les autres ont vu qu'il ne se faisait pas renvoyer dans le rang, il y en a 10 de plus qui sont sortis. Donc, tu as ces deux effets, en fait. Tu as vraiment ceux qui, de toute façon, ne se posent pas de questions, parce que pour eux, aller tuer un juif dans la forêt, c'est juste pas possible, quoi. Et puis, tu as tous les autres qui, en fait, leur cœur est en train de leur parler, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Et quand ils reviennent, d'ailleurs, ils vomissent, il y en a qui se suicident. Donc, en fait, c'est pas une question de morale, cette histoire. Et c'est pas une question de conscience de ce qu'on fait. On sait tous ce qu'on fait. Entre je choisis de m'écouter, d'écouter cette boule dans le ventre, cette voix qui me dit mais c'est pas possible, quoi. Ce truc est totalement absurde, inhumain, ou écouter les ordres, choisir les ordres, choisir l'autorité. Ceux qui résistent, c'est ceux qui se choisissent. Et ça demande une profonde confiance en ses jugements. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et c'est là où ce que je voulais dire tout à l'heure sur les freins, c'est que tu vois, plus j'avance et plus je suis convaincue que le principal frein, c'est qu'on ne s'autorise pas à s'affranchir, on ne s'autorise pas à aller au bout de notre bon sens, de nos convictions qui sont fondamentalement extrêmement justes, en fait. On sait tous très bien ce qu'il faut faire. Mais simplement, on ne s'autorise pas. Et peut-être qu'on manque, et ça j'en suis convaincue, on manque de foi en nous.
et de foi en l'humanité. Il faut dire aussi que toute l'histoire nous parle de héros et de grands mouvements, et on te parle rarement de ces minorités désobéissantes qui sont des gens totalement imparfaits et voilà, des gens ordinaires. Hein. Et du coup, on ne s'autorise pas, on ne s'imagine pas que nous, on peut changer les choses. Est-ce que tu crois que les gens ont conscience de la métaphore, qu'à mon avis n'est pas une métaphore, hein, on est dans une situation où on devrait être en résistance, on pourrait envisager d'être en résistance, mais complètement, parce qu'il y a une attaque fondamentale au bien commun et à notre santé, et voilà, à tout ce qui nous est le plus cher. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que les gens ont pris conscience de ça. Parce qu'à partir du moment où il y a une prise de conscience de cette situation-là, où on se dit, on est dans la même situation qu'en 39, ou en 42, et peut-être que la résistance s'organiserait différemment. Je ne sais pas si justement ça, c'est construit dans l'imaginaire ou dans la perception actuelle. En 42, d'après toi, ils étaient combien les résistants en pourcentage? J'en sais rien, 1%, un truc comme ça. Ils étaient 2 à 3%, ouais, c'est ça. la population, pas plus. Et à la fin, pas beaucoup plus non plus, enfin, en dehors de ceux qui se rallient par opportunisme à la fin. Donc en fait, il y a vraiment ce truc de... Il n'y a qu'une minorité qui est capable, en fait, d'être clairvoyant, parce que c'est tétanisant, cette histoire. C'est-à-dire que tu es toujours en train de revenir sur le fait qu'il y a des lobbies, donc en fait, tu as ton cerveau qui te protège toujours en disant, mais non, mais... Parce que c'est un risque, en fait. C'est un risque de sortir du rang. C'est vraiment la vraie expression, tu vas sortir du rang. Parce que les gars qui sortaient du rang à l'époque, qu'est-ce qu'on craint quand on ne sort pas du rang? Et c'est la même chose aujourd'hui, c'est le suicide social. Alors ça commence à changer un petit peu parce que les normes culturelles, c'est là où le récit est important, c'est que les normes culturelles te disent que pendant très longtemps, ne serait-ce que de parler de frugalité, tu étais un traître à la croissance, donc un traître à ta société. En fait, les gens qui contestent leur époque, ils viennent fissurer le ciment social, fissurer notre contrat, ce qui nous lie. Donc c'est effectivement hyper inconfortable, c'est très très difficile. Donc ces gens-là, effectivement, ils ne sortent pas du rang parce qu'ils craignent inconsciemment le suicide social. Sauf que le plus grave, en fait, c'est le suicide existentiel. C'est-à-dire que si tu ne te suis pas, il y a un jour, ça vient te revenir à la figure, et assez violemment. C'est là où il vaut mieux suivre son instinct, trouver ses alliés pour le faire. Et moi, je suis convaincue de ça. Le truc maintenant, c'est de trouver ces 2-3%, en fait. C'est de trouver ces alliés. Ils sont différents sur la cause animale, ils sont différents sur l'eau, sur la lutte contre la déforestation, sur les migrants. En fait, ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ça se réalise en ordre dispersé. C'est-à-dire qu'on a chacun une cause qui nous meut. C'est ainsi. On pense tous que notre cause est supérieure à celle des autres, la cause des femmes, la cause des enfants, etc., etc. En fait, elles sont toutes importantes. Mais il faut continuer à penser que cette cause est supérieure à celle des autres parce que c'est ça qui nous fait nous dépasser. Et moi, ce qui me paraît important, c'est que chacun fasse ce qu'il a à faire. C'est-à-dire avec sa cause, avec son mode de résistance, en essayant d'être assez honnête sur les conséquences de nos actes, et en continuant, et en trouvant ses alliés pour, je dirais, faire s'occuper de cette petite part du monde. En fait, si on suivait tous notre élan, qu'on trouvait nos alliés pour s'occuper d'une petite part du monde, ça fonctionnerait beaucoup mieux, plutôt que de se dire comment on va convaincre les autres. Aujourd'hui, mon credo, c'est que les gouvernements ont démontré leur impuissance à infléchir les trajectoires dont on a parlé en préambule. Et je me dis, la résistance, quand elle s'organise, elle part de la base. Et donc, il faut trouver des gens qui ont a priori une affinité avec le fait de pouvoir sortir du rang. Donc, pour moi, des dirigeants de TPE, ça peut fitter. A priori, c'est quand même des gens qui ont pris des risques importants pour vivre une aventure entrepreneuriale, qui ont une influence locale rapidement, qui gèrent des micro-cellules sur lesquelles ils ont une influence très forte. Donc, est-ce que c'est le bon profil, ça, à ton avis? Et qu'est-ce qu'on peut leur demander de faire immédiatement, là, rapidement, pour contribuer à la cause? La chose la plus importante, c'est vraiment de suivre ses élans. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous paraît intolérable, et ça sert à rien de le mettre sous le tapis. Donc ça, c'est clair, ça te revient à la figure. Donc, ce qu'il faut, c'est suivre cet élan, cette micro-résistance, comme tu dis, et en tout cas singulière, cette résistance singulière.
et trouver ses alliés pour le faire. Ça, c'est le premier truc. C'est-à-dire qu'il faut, à mon sens, impérativement éviter les gens qui, eux, sont en pleine dissonance cognitive. Donc, forcément, ils ne peuvent pas entendre, et il faut le comprendre, hein, ils ne peuvent pas entendre ce que tu es en train de faire. Il faut aller chercher les autres, ceux qui sont exactement sur la même longueur d'onde que toi. Aujourd'hui, les élans, c'est la philanthropie, c'est 2 à 3% tu vois, la philanthropie environnementale, c'est 2 à 3% de la philanthropie totale aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'élan, quoi. Sur le sujet, il n'y a pas encore véritablement d'élan. Il y a peut-être une notion de responsabilité à prendre plutôt qu'un élan. Est-ce qu'on ne peut pas dire à ces gens-là qui ont une influence et qui ont un pouvoir de décision, un pouvoir de sortir du rang, que c'est leur job de se manifester et de prendre le truc en main? Parce que c'est personne d'autre qui va le faire. Bien sûr, mais par contre, tu ne peux pas dire à quelqu'un « engagez-vous ». Ça ne marche pas. S'engager, c'est engager soi. Donc, il y a vraiment un moment donné où c'est ton désir, c'est ta colère, c'est ton indignation, c'est peut-être ta honte parfois qui fait que tu vas te mouvoir. Et après, pour commencer à avoir parce que moi, je m'en fiche de dire « ah là là, je change, regardez à quel point je suis un pur héros de la résistance », on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu fais derrière. Et pour agir te rassure, te permet de traverser tous tes doutes, tous tes sentiments d'impuissance, etc., agir ensemble. Et c'est là où tu commences à reprendre confiance. Et en fait, ce dont on manque, c'est de confiance. Donc, il faut impérativement commencer par agir ensemble et commencer à décroire tout ce qu'on nous raconte. Et ça, tu as besoin pour ça d'être avec d'autres. Tu ne peux pas le faire tout seul. Quand tu dis et on en revient toujours aux 2 à 3%, il faut arrêter de penser que le truc le plus important, c'est d'aller convaincre les autres. Le truc le plus important, c'est toi te mettre en action. Et pour te mettre en action, il faut aller chercher ceux qui vont t'aider. Et éviter tous ceux qui n'ont pas intérêt à le faire. Le truc qui est clair et moi qui m'a donné beaucoup d'espoir, c'est le seul qui me donne de l'espoir, c'est que ça ne viendra pas des politiques. Tu prends tous les mouvements de l'histoire, ça n'est jamais venu des politiques en place. Le droit de vote des femmes, c'est des suffragettes, et elles étaient 300 dans le Parlement britannique. Il a été mis 10 fois à l'ordre du jour du Sénat, il n'a jamais été passé, quoi. C'est De Gaulle qui l'a fait passer de force parce que c'était dans le programme des Jours heureux du Conseil national de la résistance. De même que la sécurité sociale était dans ce programme. De même que la fin de l'esclavage, c'est pas venu d'en haut. Sinon, comme je dis toujours, ils nous auraient fait un esclavage responsable ou une transition esclavagiste. Donc, en fait, c'est toujours des gens pour qui c'est intolérable. Donc, en fait, ça part vraiment parce que sinon, tu négocies. Et en fait, les gens qui résistent, qui sont des utopistes ou qui sont des désobéissants, peu importe, sont des gens pour qui ce qui n'est pas négociable, c'est l'humanité, c'est l'égalité, c'est la vie, c'est ce qu'on est en train de foutre en l'air. Ça, c'est insupportable. Ça, c'est pas négociable. Pour tous les autres, ce qui n'est pas négociable, c'est le modèle, au final. Donc, en fait, on a besoin de gens comme ça qui se fichent des normes. Et c'est vrai que et c'est pareil pour les grandes innovations, c'est des entrepreneurs isolés. C'est jamais un syndicat qui t'a imaginé un truc énorme. C'est un gars dans son coin qui s'est dit « ah tiens, je veux faire ça ». Pendant que tous les autres le traitaient d'utopiste. Et sauf que, et c'est là où on a besoin, moi je dis toujours, on manque pas de moyens, on manque pas d'idées, des solutions, il y en a plein les cartons, quoi. C'est pas un problème. Ce dont on manque, c'est de vision, c'est d'audace, c'est de priorité et c'est de pensée libre. Okay. Donc ça, en fait, tu manques d'un esprit d'utopiste qu'ont normalement les entrepreneurs. L'audace, la vision, et pas se préoccuper de ce que fait le reste, en fait. Et ça, c'est super important. Genre, le gars ceux qui ont inventé Internet, c'est pas un gouvernement. C'est les gars qui ont imaginé ce truc-là. Donc, en fait, il faut vraiment revenir à cette idée fondamentale, mais qu'on a du mal à percevoir, que nous sommes celles et ceux que nous attendions. Il faut rien attendre du haut. Et je peux dire que moi, ça me rend d'une sérénité totale, parce que je n'en attends plus rien. Donc, à chaque fois que je vois les trucs passer, je peux te dire, moi, je suis sereine. À chaque fois, on me dit, mais ce qui m'étonne chez toi, c'est que tu es sereine. Je dis, non, mais moi, je suis concentrée, en fait. Moi, je suis concentrée, je les attends pas.